Sous la voûte silencieuse du Sahel, la nuit semble retenir son souffle. Les cartes de l'Empire tracent encore des lignes droites, mais la forêt du Burkina Faso efface lentement leurs contours. Et si, comme le répète le capitaine Ibrahim Traoré, le silence pouvait devenir une arme plus redoutable que le bruit des canons, parce qu'à mesure que les empires s'effondrent dans le vacarme, les peuples renaissent dans le murmure, celui d'une conviction qui apprend à respirer. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso dépasse la simple géopolitique. C'est la promesse d'un modèle capable de transformer la peur en discipline, la dépendance en autonomie. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, un pays longtemps décrit comme vulnérable tente une expérience radicale, remplacer la réaction par la stratégie, la parole par le silence, l'attente par l'action. La récompense ? La possibilité pour tout un continent de réapprendre la souveraineté, non pas comme un mot, mais comme une méthode. Mais cette promesse est fragile. Chaque décision prise dans les forêts du Sud se mesure à la fois en espoir et en risque. La perte du soutien étranger, la peur de l'isolement, la tentation du pouvoir personnel. C'est ici que se joue l'enjeu. Si le silence peut protéger une nation, peut-il aussi la guider ? Car dans un monde obsédé par le bruit, comprendre avant de parler devient peut-être le plus grand acte de résistance. Le tournant s'est produit en silence, presque invisible aux yeux du monde. 2 chiffres résument la bascule. Plus de 2 millions de Burkinabés déplacés et près de 40% du territoire autrefois jugé ingouvernable. Ces nombres ne sont pas seulement des pertes, ils sont la matrice d'une doctrine nouvelle. Car pendant que les chancelleries cherchaient à stabiliser le pays à coups de rapports, Ibrahim Traoré observait autre chose. Un peuple épuisé d'être un théâtre. Dans les villages calcinés, il voyait moins la défaite qu'une leçon. L'ennemi n'était pas seulement dans la forêt, il se cachait aussi dans les réflexes hérités de la colonisation. Depuis 2019, chaque attaque semblait identique, soudaine, sans merci, et toujours suivie d'un silence plus lourd. Les analystes parlaient de chaos. Les habitants, eux, parlaient de répétition. Ils reconnaissaient une méthode ancienne, allumer la périphérie pour étouffer le centre. Cette mécanique, jadis appliquée en Algérie ou au Vietnam, refaisait surface sous un autre nom. Quand Traoré prit le commandement, il ne chercha pas à nier le désastre, il le cartographia. Il nota que chaque village brûlé dessinait un couloir invisible, chaque route minée menait à une main étrangère. Peu à peu, la logique du combat changea, ne plus courir après des ombres, mais comprendre la géométrie de leur silence. Ce fut la première révélation. La guerre ne se gagnait plus par la puissance, mais par la patience. Le Burkina Faso n'était pas un champ de ruines, c'était un laboratoire. Sous les cendres, un plan prenait forme, une stratégie de survie enracinée dans la terre même qui avait vu tomber tant d'empires. Au cœur de cette mutation, un homme est devenu le fil conducteur, Ibrahim Traoré. Issu des provinces rurales qu'il défend aujourd'hui, il incarne à la fois le soldat et le symbole. Ce n'est pas un stratège de bureau, mais un observateur du terrain, formé dans la poussière, façonné par la rareté. Lorsqu'il parle de la guerre, il ne cite pas Clausewitz, il cite les paysans qui l'ont nourri. Son premier geste fut de rompre avec la logique du spectacle militaire. Plus de parades, plus de conférences, seulement des actes. Il redéploya les jeunes officiers dans les forêts, leur ordonnant d'y écouter avant de frapper. La consigne semblait étrange. Si tu veux vaincre, apprends d'abord à entendre le vent. Derrière cette phrase poétique se cachait une révolution tactique. Comprendre que le terrain est un allié, pas un décor, très vite, les premiers effets apparurent. Des routes autrefois mortelles devinrent praticables, les embuscades diminuèrent, des villages isolés reprirent de contact avec la capitale. Ce n'était pas encore une victoire, mais une respiration nouvelle. Pour les habitants, Ibrahim Traoré n'était plus seulement un officier, il devenait un repère moral, un homme qui, au lieu de promettre la sécurité, la construisait pas à pas dans le silence. Ce silence-là n'était plus une peur, il devenait une méthode, et dans un Sahel habitué aux promesses creuses, cette cohérence valait plus que des discours, parce que la transformation d'une nation commence souvent par la discipline d'un seul homme. Tout a commencé par une décision qui, sur le moment, parut insignifiante. Au début de 2024, le gouvernement annonça l'expansion du service forestier national, un détail administratif que les médias étrangers ignorèrent presque. Mais derrière ce jargon se cachait une opération d'une ampleur inédite. Ibrahim Traoré transformait la forêt en forteresse. Les premiers convois quittèrent discrètement
directement Ouagadougou avant l'aube. Ils ne transportaient pas des soldats en uniforme, mais des volontaires, paysans, enseignants, mécaniciens, étudiants. Tous avaient accepté de disparaître quelque temps, pas pour fuir, mais pour se fondre dans le paysage, leur terrain d'entraînement, la région de Pau, ancienne base des commandos d'élite formés jadis par la France. Là, loin des caméras, se construisait un nouveau type d'armée, pas une armée de conquête, mais une armée d'écoute. Chaque arbre devenait un sentinelle, chaque sentier un couloir d'approvisionnement, chaque ombre un abri. La doctrine reposait sur un principe simple, l'invisibilité. Un soldat ne devait pas être vu, mais ressenti. Les instructeurs répétaient « Vous ne combattez pas des hommes, vous combattez un mensonge, celui que cette terre ne vous appartient plus ». Peu à peu, les résultats apparurent. Les zones jadis aux mains des groupes armés se taisaient, les embuscades se raréfiaient, les routes rouvraient. Dans les villages, les anciens racontaient que la forêt avait recommencé à écouter. Une phrase circula bientôt sur les radios locales. L'Empire chasse la forêt, mais la forêt chasse l'Empire. Elle devint mot d'ordre, prière et avertissement. À Paris, on parla de romantisme tribal. À Washington, de doctrine asymétrique non documentée. Mais dans les faits, les cartes satellites montraient un phénomène étrange. Des points chauds disparaissant en quelques jours, des colonnes de chaleur s'évaporant comme des mirages. Les analystes ne comprenaient plus ce qu'ils voyaient, le désordre devenait structure, le chaos, méthode. Et c'est là que Ibrahim Traoré fit basculer la logique de la guerre. Il refusa d'envoyer le gros de l'armée défendre les campagnes incendiées. Le centre doit tenir, ordonna-t-il. C'était une hérésie stratégique, abandonner le réflexe défensif pour piéger l'ennemi dans sa propre tactique. La capitale ne bougerait pas. L'Empire voulait l'épuiser, il apprendrait la patience. Dès l'été 2024, plus de 30 000 commandos achevèrent leur formation. Aucune cérémonie, aucune médaille, aucun communiqué. Ils disparurent dans la forêt. Pour les satellites étrangers, ce n'était qu'une déforestation anormale. Pour les habitants, c'était la naissance d'une armée invisible. Le monde observait sans comprendre que, pour la première fois depuis des décennies, le Burkina Faso ne se défendait plus sur le terrain de l'Empire, mais sur le sien, celui de la maîtrise du temps. Les chiffres, cette fois, parlent un langage que même les sceptiques ne peuvent ignorer. En moins d'un an, le taux d'attaque recensé dans les régions de l'Est et du Centre-Sud a chuté de 37% selon les rapports militaires internes. Les convois humanitaires, autrefois cibles régulières, traversent désormais les routes secondaires sans escorte permanente. Mais plus révélateur encore, le volume des déplacements forcés a diminué d'environ 18% entre mars et octobre 2024. Chaque pourcentage cache des milliers de vies rendues à la routine. Cette stabilisation n'est pas due à un miracle logistique. Elle provient d'un mécanisme inédit, la fusion entre défense, écologie et intelligence communautaire. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, 3 ministères, défense, environnement, éducation, ont été intégrés sous une même structure stratégique appelée doctrine d'éco-souveraineté. L'idée, bâtir une sécurité enracinée dans la connaissance du territoire. Ainsi, les commandos forestiers forment désormais les habitants à identifier les signaux précoces, traces, sons, absences inhabituelles d'oiseaux. Chaque donnée remonte par ondes radio locales, codées par des expressions proverbiales connues seulement des villages. Les statistiques issues de cette approche sont fascinantes. Dans la province du Pau, le nombre de patrouilles civiles coordonnées avec les forces armées a augmenté de 62% en 6 mois. Les vols de bétail ont chuté de 41%, un indicateur clé dans les zones de transit, et tandis que les think tanks étrangers débattent encore du risque de militarisation, le pays constate surtout une redistribution du pouvoir. La sécurité n'est plus importée, elle est cultivée. Sur le plan économique, les signaux convergent. La reprise de l'agriculture locale a fait bondir la production céréalière de 14% dans les régions auparavant désertées. Les marchés ruraux, alimentés par des coopératives protégées par les mêmes réseaux de volontaires, affichent un taux d'échange supérieur de 22% à la moyenne des années précédentes. Ces chiffres, loin d'être triomphalistes, traduisent une évolution silencieuse. La confiance est redevenue une monnaie. Pour Ibrahim Traoré, ces résultats ne sont pas une fin, mais
mais une preuve de concept. Il répète souvent à ses officiers « Ce que nous mesurons n'est pas la victoire, mais la cohérence ». Et cette cohérence, paradoxalement, s'appuie sur le retrait. Moins de conférences de presse, moins d'images, plus de constance. L'Empire, habitué à tout quantifier, peine à saisir cette logique. Il veut des batailles visibles, des chiffres spectaculaires. Mais la stratégie du silence ne produit ni trophée ni ruine, seulement un espace d'équilibre qui, lentement, inverse les rapports de force. Ainsi, à mesure que les indicateurs de sécurité s'améliorent, une autre donnée impossible à mesurer se répand, la patience collective. Et dans le Sahel, où chaque minute de paix vaut un siècle de discours, cette donnée-là pourrait bien être la plus révolutionnaire de toutes. Les critiques ne manquent pas et certaines méritent d'être entendues. Selon plusieurs observateurs étrangers, la doctrine Traoré risquerait d'enfermer le Burkina Faso dans une autarcie dangereuse, coupant le pays de ses partenaires historiques et d'un système d'aide encore vital. D'autres redoutent qu'une armée si intégrée à la société civile finisse par brouiller les lignes entre protection et contrôle. Ces inquiétudes ne sont pas infondées. Elles touchent à la tension fondamentale entre indépendance et ouverture. Pourtant, les faits offrent un contrepoids solide. Loin de se refermer sur lui-même, le pays a noué de nouveaux partenariats horizontaux avec ses voisins du Sahel. L'Alliance des États du Sahel, AES, réunissant Burkina Faso, Mali et Niger, développe désormais des projets conjoints, surveillance aérienne partagée, corridors agricoles, formation croisée. Ce ne sont pas des alliances d'intérêt, mais de survie. Elles traduisent une logique, mutualiser la souveraineté pour la rendre viable. Face à l'accusation d'autoritarisme rampant, Ibrahim Traoré oppose la transparence du terrain. Chaque commune dispose d'un comité de volontaires civils qui supervise les initiatives de défense écologique. Ces structures, loin d'être des milices, servent d'interface. Elles collectent les besoins, transmettent les alertes et vérifient que les décisions centrales respectent les réalités locales. Même les économistes les plus prudents reconnaissent un phénomène rare. L'État regagne du capital symbolique. Dans un pays où les institutions étaient synonymes d'éloignement, elles redeviennent synonymes d'utilité. Le dilemme reste entier. Autonomie ou isolement, discipline ou dérive, mais il s'incarne désormais dans des faits, non dans des slogans. Et c'est là toute la force du raisonnement de Traoré. Accepter la critique, mais la dissoudre dans la cohérence. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à durer. Et dans le tumulte du monde, la durée est déjà une révolution. Le silence respire encore. Cette phrase, écrite à la main sur un mur d'école de la province du Pau, a marqué un tournant. Elle résumait l'instant précis où la doctrine militaire d'Ibrahim Traoré est devenue une culture. Ce n'était plus seulement une stratégie de défense, mais un réflexe collectif. Les enfants apprenaient les arbres avant les drapeaux. Les enseignants liaient écologie et patriotisme dans la même leçon. Dans les radios locales, des voix anonymes lisaient des messages venus du front, courts, poétiques, presque mystique. Nous dormons sous les mêmes arbres que nos ancêtres. La forêt n'oublie jamais. Cette fusion entre foi et discipline surprit les observateurs étrangers. Comment un pays appauvri, sans moyens lourds, pouvait-il imposer un nouvel imaginaire politique ? La réponse tenait en un mot: cohérence. Tout ce qui, ailleurs, paraissait improvisé, obéissait ici à une lente maturation. Et quand les vieilles puissances cherchaient encore des chiffres, le Burkina Faso construisait une certitude: le contrôle de soi précède le contrôle du territoire. Le milieu de l'histoire n'était plus un équilibre, mais une bascule. Le silence, désormais, avait une voix. Les effets de la doctrine Traoré se lisent désormais dans 4 sphères: nationale, économique, sociale et régionale. La transformation la plus visible se manifeste dans la stabilité politique. Depuis l'été 2024, aucun coup d'État, aucune mutinerie, aucun mouvement armé n'a perturbé la capitale. Les forces de sécurité, autrefois divisées par les influences étrangères, obéissent à une chaîne de commandement unifiée. Pour Ibrahim Traoré, c'est la preuve que la loyauté peut naître du sens, pas de la solde. Dans les casernes, son mot d'ordre s'affiche sur les murs: la discipline et la liberté du soldat.
La reprise agricole et la stabilisation des routes ont permis un rebond du commerce intérieur de 28%, selon les données du ministère de l'économie. Les exportations de coton et de sésame reprennent, tandis que les importations d'armes chutent de 45%, un symbole fort d'autonomie. Les banques locales, jadis frileuses, réinvestissent dans les coopératives rurales. Les prêts à micro-taux explosent, finançant tracteurs puis et moulins solaires. Le pays ne s'enrichit pas encore, mais il respire. La doctrine a redéfini la fierté civique. Les écoles rouvrent dans des zones autrefois abandonnées. Des enseignants, protégés par les commandos forestiers, reprennent leur mission. Le taux de scolarisation rurale a augmenté de 12% en 9 mois. Les radios communautaires remplacent les rumeurs par des bulletins d'information locales. Et sur les marchés, une phrase revient : nous défendons ce que nous cultivons. Pour la première fois, les Burkinabés ne se sentent plus spectateurs, mais acteurs de leur propre sécurité. Les conséquences dépassent les frontières. Au Mali et au Niger, des délégations viennent étudier le modèle d'autodéfense territoriale. Les officiers parlent de coopération des racines, une diplomatie née du sol. L'Alliance des États du Sahel prépare désormais un réseau de surveillance environnementale et militaire intégré, combinant drones légers, sentinelles locales et corridors écologiques. Ce projet, financé par les propres ressources de la région, marque la fin d'un cycle de dépendance. Pour l'Occident, ces évolutions constituent un paradoxe. Un pays considéré comme fragile devient un centre d'innovation stratégique. Mais pour Ibrahim Traoré, il ne s'agit pas d'un miracle, seulement d'une logique. Quand un peuple se remet à écouter sa terre, il cesse d'obéir aux échos de l'étranger. Ainsi, dans les forêts du Burkina Faso, les conséquences ne se comptent pas seulement en chiffres, mais en certitude. Le silence n'est plus absence, c'est un ordre. L'avenir du Burkina Faso se dessine à la croisée de 3 trajectoires possibles, le scénario de continuité, celui d'expansion et celui de rupture. Si la discipline instaurée par Ibrahim Traoré se maintient, le pays pourrait consolider sa stabilité politique sans recourir à de nouveaux partenaires extérieurs. Les programmes d'éco-souveraineté atteindraient leur maturité. Écoles forestières autonomes, production agricole durable, coordination régionale avec l'AES. Dans ce cadre, la croissance resterait modérée, plus 3%, mais organique, soutenue par la confiance populaire. C'est la voie du réalisme. Portée par le succès sécuritaire, le gouvernement étendrait son modèle à d'autres secteurs, santé, énergie et gouvernance locale. Une intégration progressive des technologies vertes, panneaux solaires, drones agricoles, pourrait faire bondir la productivité et l'emploi rural. La doctrine deviendrait alors exportable, inspirant d'autres nations du Sahel, mais ce scénario suppose une rigueur constante. La moindre dérive bureaucratique pourrait fragiliser l'élan. Comme le dit Traoré, le silence n'est utile que s'il reste discipliné. Les forces extérieures, sanctions, campagnes médiatiques, ingérence pourrait ralentir la transition. Une économie trop recentrée risquerait de manquer d'investissement et d'accès technologique. Le risque majeur que la confiance populaire se mue en fatigue et que le récit de souveraineté soit récupéré par des acteurs opportunistes. La frontière entre vigilance et paranoïa deviendrait alors floue. Face à ces 3 chemins, Ibrahim Traoré ne vend ni miracle ni apocalypse. Il parle d'un chemin d'endurance où la lenteur est une stratégie. Et si l'avenir du pays ne tenait pas à la vitesse de son ascension, mais à la constance de son rythme, car dans le Sahel, l'impatience a toujours été l'arme des empires, la patience, elle, devient celle des nations. Au-delà des chiffres et des stratégies, la doctrine Traoré touche à quelque chose de plus intime, la relation entre le peuple et sa propre dignité. Pendant des décennies, beaucoup de Burkinabés avaient cessé d'espérer. Ils vivaient dans la résignation, celle qu'impose la pauvreté quand elle devient paysage. Mais depuis que Ibrahim Traoré a replacé la terre au centre du récit national, quelque chose s'est déplacé dans les consciences. Les jeunes, autrefois obsédés par l'exil, parlent désormais de racines. Des associations locales se forment pour restaurer les champs abandonnés. Des femmes, premières victimes des déplacements, créent des coopératives d'huile et de savon reliées au réseau communautaire. Elles ne demandent plus d'aide, elles organisent la solidarité. Dans les villes, les conversations changent. On ne parle plus seulement de politique, mais de responsabilité.
Les musiciens composent des chansons sur la patience, les étudiants peignent des fresques du soldat invisible, et chaque fois que la radio diffuse un message du président, les marchés s'arrêtent, non par peur, mais par écoute. Cette transformation sociale échappe aux statistiques. Elle se mesure dans la façon dont les gens se tiennent, dont ils prononcent le mot « nous ». Le Burkina Faso ne s'élève pas dans le vacarme des slogans, mais dans la gravité tranquille d'un peuple qui recommence à croire. C'est là que réside le véritable enjeu. Si une nation retrouve la confiance en elle-même, plus aucun empire ne peut la gouverner par le doute. Et c'est cette idée silencieuse mais contagieuse que Traoré a su transformer en moteur collectif. Pour Ibrahim Traoré, la victoire ne consiste pas à tenir la forêt, mais à transformer la méthode en système. C'est pourquoi la doctrine d'éco-souveraineté se décline désormais en 5 étapes précises, pensées comme un plan d'État. Chaque commandement local doit former au moins 20 instructeurs civils par trimestre. Objectif, que la vigilance devienne un réflexe culturel, non une consigne militaire. Des corridors de communication radio relient les zones rurales au centre administratif. L'information circule sans intermédiaire, rendant l'ingérence étrangère techniquement obsolète. Les programmes agricoles et forestiers partagent désormais les mêmes ressources logistiques. Chaque hectare cultivé correspond à un périmètre surveillé. Chaque école rouverte devient un point d'appui. Plutôt que de compter les victoires, les institutions suivent 3 indicateurs: taux de retour des déplacés, stabilité des prix et maintien des écosystèmes locaux. Ces données sont publiées chaque semestre dans un bulletin citoyen distribué dans les radios communautaires. Traoré insiste, une révolution n'existe que si elle apprend à se passer de son auteur. Dit ainsi, des académies régionales de commandement écologique ouvrent dans tout le Sahel pour transmettre cette philosophie. Ce plan n'est ni spectaculaire ni rapide, mais il fabrique une résistance durable, celle d'une nation qui apprend à se défendre en cultivant. Et c'est peut-être là que réside la plus grande victoire, faire du temps un allié, non un ennemi. Dans la brume du matin, la forêt du Burkina Faso s'éveille lentement. Là où résonnaient jadis les armes, on entend désormais les pelles et les voix d'enfants. Près du vieux camp de Pau, un arbre a été planté à la place d'une tour de guet, symbole d'une guerre terminée sans fanfare. Les anciens disent que c'est là qu'Ibrahim Traoré vient parfois méditer, assis dans le silence qu'il a su transformer en doctrine. Ce lieu, autrefois militaire, est devenu une école. Les jeunes recrues y apprennent non seulement à se défendre, mais à comprendre la terre. On leur enseigne que la patience est une arme et que la paix, quand elle vient, doit être entretenue comme un feu fragile. Les voyageurs qui passent parlent d'un pays changé, d'un peuple qui ne se vante pas de sa résistance, mais la vie. Ici, chaque arbre replanté porte le nom d'un village relevé, chaque silence est mémoire. Et sous ces frondaisons renaissantes, la phrase qu'il avait prononcée un soir résonne encore. Un soldat sans but est une arme sans âme. C'est peut-être cela la vraie victoire, rendre l'âme à la nation. Quand les cartes du monde se redessinent, il reste toujours une question. Que faisons-nous du silence ? Celui qu'Ibrahim Traoré a transformé en doctrine n'est pas une absence, mais une invitation. Il nous rappelle que la souveraineté n'est pas un cri de victoire, mais une discipline quotidienne, celle de comprendre avant de juger, d'écouter avant de parler. Le Burkina Faso, dans sa lente métamorphose, n'envoie pas un message de défi, mais un signal de maturité. Ce qui naît ici pourrait inspirer bien au-delà du Sahel, une façon de penser le pouvoir comme une responsabilité partagée entre la terre et ceux qui la cultivent. Alors, toi qui lis ou écoutes cette histoire, demande-toi, que construit ton propre silence ? Alimente-t-il la peur ou la patience ? Dans un monde saturé de bruit, la plus grande révolution n'est peut-être pas de parler plus fort, mais de parler moins pour mieux entendre, parce qu'au fond, le silence n'est pas la fin du dialogue, c'est son commencement.